J'ai beaucoup donné de CSV à bouffer à ChatGPT, typiquement, dans les différents modèles, notamment Data Analyse, qui est normalement spécialisé là-dedans. Et bien, tu vois, une des grosses déceptions, c'est que je trouve que c'est très compliqué d'avoir des résultats probants. Donc oui, il est capable de te rajouter des courbes, de faire des trucs assez jolis, mais quand tu veux analyser de manière assez poussée quelque chose, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas du tout au niveau. Je pense qu'on y arrivera, mais il y a encore beaucoup de taf, donc j'ai perdu énormément de temps. Donc pour moi, ça marche pas. Et le temps de donner tout le contexte en détail et tout, en fait, c'est ingérable parce que c'est trop, quoi. On a un business assez saisonnier aussi. Tu vois, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer que nous, les humains, quand on est depuis 10 ans dans la boîte, tu commences à maîtriser un peu. Et aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas encore au niveau. Bonjour et bienvenue sur Data Driven 101. Je suis Marc Sanselme, l'hôte de ce podcast qui s'intéresse aux applications concrètes et variées de l'intelligence artificielle et de la data. Dans Data Driven 101, je reçois chaque semaine des professionnels pour qu'ils nous partagent leurs expériences et leurs visions sans filtre. Aujourd'hui, je reçois Grégoire Véron, directeur AI chez eGym, co-founder de Gymlib. Gymlib est une plateforme qui propose aux entreprises une solution de bien-être et de sport pour leurs salariés. Bonjour Grégoire. Bonjour Marc. Alors Grégoire, je te rends la parole sur Gymlib et eLib. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces deux entités? Ouais, alors eGym, déjà, c'est une entité à la base allemande, qui est une boîte qui est dans le domaine du sport, qui a deux activités principales, qui sont des machines de sport connectées pour du fitness, qui permettent, au lieu de mettre des poids les uns après les autres, on appuie sur un bouton et tout est automatisé. On sait combien on va porter, quel est notre maximum, etc. pour finalement coacher un peu et nous permettre de s'améliorer sur différents paramètres, au niveau de cardio par exemple, à plein de niveaux. Donc ça, c'est pur fitness. Et par ailleurs, ils ont aussi une activité qui est plus orientée donc sport, comme ce que fait Gymlib, c'est-à-dire quoi? Un abonnement unique qui permet d'accéder à, pour la France, c'est 5000 salles de sport. 5000 infrastructures sportives, plus exactement. Donc, tu vas avoir de l'escalade, du tennis, du foot en salle, de la boxe. Enfin, c'est extrêmement varié. Il y a vraiment de tout. Et donc, tout ça, c'est un seul abonnement qui est sans engagement et qui est aujourd'hui présenté à quasiment un peu moins d'1 million de salariés en France. Et on a environ 1500 entreprises qui sont clientes partout en France. Tu vas de la scale-up, même des grandes boîtes type Auchan, Carrefour, etc. Donc les grandes scale-up, mais aussi des toutes petites PME, parfois des entreprises avec 3, 4, 5 personnes. D'accord. Donc c'est très varié, avec cet objectif évidemment de faire bouger les salariés, mettre les gens au sport, les garder en forme et finalement avoir ce côté un peu s'attacher à l'entreprise dans laquelle elle est, qui leur propose ses avantages aux salariés. Ok, quel était le constat sur le besoin au départ? Eh bien, ce dont on s'est rendu compte, c'est que globalement, quand on parle de sport en entreprise, tout le monde est partant. Donc ça, c'est bien. Il n'y a plus trop de doutes sur est-ce que ça a du sens pour l'entreprise, est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de s'en occuper, est-ce que c'est bon pour l'entreprise en elle-même sur des questions de productivité, de long terme, etc. Et donc les gens sont plutôt convaincus, mais le constat, c'est il y a plein de freins qui compliquent la mise en place du sport. Donc, ce que font les gens, un peu basiquement aujourd'hui, avec les comités d'entreprise souvent, et maintenant, nous, c'est de plus en plus aussi avec les directions RH, mais c'est qu'ils ont, ils vont faire juste une négociation avec les salles de sport connues du coin et prendre un moins 10, moins 15% qu'ils offrent à leurs salariés. Et donc ça, nous, on considère que c'est pas mettre en place du sport dans l'entreprise. Voilà. Et donc, les freins qu'on constate très concrètement, c'est un sujet de coût, c'est cher. Donc, il va falloir trouver un moyen de gérer ça. Un sujet plus d'accès aussi, parce que quand bien même on aurait l'argent pour pouvoir aller un jour dans une salle, un jour dans une autre, si on le souhaite, ou tout simplement juste se payer une salle de sport qui parfois est tout simplement chère, eh bien, il y a quels sont les horaires de la salle de sport pour tel ou tel cours co qu'on a envie de faire et pas celui-là. Est-ce qu'il reste des places compatibles avec notre emploi du temps, bien sûr. Donc voilà, il y a tous ces sujets, coût, accès, et puis aussi motivation. Où j'ai pas le temps et motivation qui sont deux choses un peu complémentaires. Et donc nous, on va les résoudre. Donc le coût, en 2 mots, c'est avec un financement de l'entreprise plus du salarié, ça résout une partie de ça. Et puis nous, on fait une grosse négociation avec des volumes, un effet de volume, puisqu'on a plein d'utilisateurs, donc ça résout ça. Sur l'accès, on s'est connecté avec toutes les solutions informatiques de toutes les gyms et infrastructures sportives. Donc pareil, on a une espèce de super pass Gymlib dans l'appli. Ça ouvre tout et ça nous donne les créneaux.
Et puis, enfin, on a, sur la partie motivation et temps, nous, on travaille sur le levier de la motivation collective en disant, bah, tu vas avec tes copains, avec tes camarades, avec tes collègues, finalement. Et ça booste tout le monde, par exemple, à la pause de midi. Ok. Qu'est-ce que l'IA générative a changé pour vous? Alors, l'IA générative, on s'y est mis, je dirais, il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, ça sert à peu près. C'est par étapes. Faut être honnête. Il y a plein de succès, mais il y a aussi toujours des déceptions. C'est ça qui est intéressant aussi de voir. Ça ne change pas tout au quotidien. On est convaincu que ça va tout changer à moyen terme, mais dans une entreprise, tout est un peu lent. Qu'est-ce que ça change? Je pense que les salariés ne font presque plus de résumés eux-mêmes, déjà. Quand ils ont un article compliqué, nous, on travaille avec des Allemands aussi, donc beaucoup d'anglais, beaucoup d'allemand. Il y a des gens qui sont moins à l'aise avec les langues. Donc déjà, les documents ou articles lits dans cette langue, on peut faire en 2 secondes, on utilise pour le résumer, basiquement. On a 5 lignes et le résumé, enfin, il est parfait, quoi, en fait. Donc ça, c'est le truc très, très basique. Et ensuite, moi, de plus en plus, ce que je pousse dans les équipes, c'est faire une conversation avec typiquement ChatGPT sur chaque sujet un peu clé qui va avoir un avenir, c'est-à-dire qui va pas se fermer au bout de 2-3 jours, et de sorte que on a toujours du contexte, de plus en plus de contexte, et on rajoute les dernières news de ce sujet, par exemple, je sais pas, un projet de migration informatique ou n'importe quoi, et on peut même évidemment envoyer les documents dessus, et du coup au final, on a quelque chose qui est hyper à jour, et à n'importe quel moment, on peut lui demander, fais-moi un mail pour dire que, et proprement, et en anglais ou même en allemand, et on a tout le contexte. Voilà. Et donc c'est au des quotidien. Conversations séparées sur ChatGPT ou... Ouais, exactement. Ouais. Donc moi, c'est ce que je recommande, d'avoir des conversations séparées on ne peut pas encore les mettre aux favoris, je crois, mais on peut les renommer très clairement 1, 2, 3, 4. Et en fait, on gagne un temps fou. On peut même jouer avec la mémoire aussi, tout ce qui est mémoire, un peu plus long terme, pour pas avoir besoin de redire dans chaque conversation quand on en démarre une autre. Et avec tous ces éléments, on arrive à quelque chose qui fonctionne bien et qui gagne un temps fou. Moi, je l'utilise ça énormément sur les conversations. Ouais. Donc, l'information que tu dis dans une conversation te sert dans les autres. Ouais, j'ai une partie commune sur un peu c'est quoi mon job, c'est quoi mon rôle actuellement en tant que directeur de l'IA, etc., etc. Et ensuite, j'ai la partie un peu plus spécifique de tiens, là, ça, c'est sur nos projets. Là, je suis sur un projet, on est en train de migrer de Confluence à Notion, tu vois. Et donc ça, je lui ai filé tous les PDF, un export de tous les documents, PDF, même des screenshots de mails, etc. Et voilà toutes les infos. Et tiens, aide-moi à faire la timeline du projet, tout simplement. Et maintenant, je vais aller sur le niveau d'après sur la timeline. Dans chaque grosse étape, je sais pas moi, knowledge management, pour former les gens sur ce nouvel outil, fais-moi les 10, les 10 points, les 10 items intérieurs. Voilà, donc c'est des choses. En fait, ça gagne un temps de dingue. Ça gagne vraiment un temps de dingue. Donc voilà les usages principaux. Mais moi, au final, je passe quasiment plus de temps sur Google. Enfin, j'ai remarqué, je suis passé de 10% de ce que j'utilisais avant, je pense. Et maintenant, il y a le ChatGPT Search qui fait que potentiellement demain, ça sera même 0. Ouais. Alors, tu as testé pas mal de produits. Tu m'as dit justement des fois déçu dans ce cas particulier de rédaction très satisfait. Est-ce que tu peux nous faire un peu une sorte de parcours des essais que tu as pu faire? Alors, il y a, pour moi, on pourrait classer un peu les outils d'IA, on va dire, dans 3 domaines. Il y a le premier domaine, c'est tous les outils de ta stack d'entreprise classique, c'est-à-dire ton Google, ton Slack, tu vois... qu'est-ce qui reste Notion. Notion, exactement. Bon, voilà. Et tous ces outils-là, ils arrivent bien sûr avec une couche AI qui te vendent cher en plus. Ils sont plus ou moins avancés, mais ils ont bien vu l'ouverture. Et donc, il s'agit dans ces cas-là de voir de tester un peu ça, de voir si ça a du sens et de potentiellement négocier pour. Alors, Gymlib, c'est une centaine de personnes. Maintenant, le groupe eGym, c'est 700 personnes. Donc c'est tout de suite un autre budget. Donc ça c'est la première partie, c'est les outils qui sont déjà existants finalement, ce qui rajoute juste une couche IA.
Deuxième partie, c'est les outils que j'appellerais pure IA, donc vertical, vraiment pure IA, que tu peux avoir en sales ou un peu dans tous les domaines. Et là, par exemple, il y a des outils qui s'appellent artisan.co, peut-être dont on parlera plus tard, mais qui sont purement le nouveau SDR, AI-driven SDR, qui est assez incroyable, en tout cas sur le papier. Et donc là, c'est 100% nouveau, pure IA. Et le troisième outil, pour moi, c'est vraiment quand tu customises toi-même ton IA. Donc typiquement, tu vas te faire un GPT qui va te faire du back-office, du travail de back-office pour te simplifier ta vie à toi. C'est ton métier en tant que gym libre ou en tant que lead gym qui est très différent. Donc moi, j'ai fait un peu de tout. Donc ce que je peux dire, par exemple, c'est que j'ai au début beaucoup essayé de faire des GPT donc personnalisés pour faire de l'analyse. Ouais. Nous, on vend de l'abonnement. Il y a les entreprises qui sont abonnées, mais aussi les users finaux. Et ça, forcément, on a un peu de churn, parfois plus que d'autres. On a aussi des sujets de marge. Est-ce que la marge est assez bonne? Est-ce que c'est assez bien vendu et tout? Et donc, j'ai beaucoup donné de CSV à bouffer à ChatGPT, typiquement, dans les différents modèles, notamment Data Analyse, qui est normalement spécialisé là-dedans. Et bien, tu vois, une des grosses déceptions, c'est que je trouve que c'est très compliqué d'avoir des résultats probants. Donc oui, il est capable de te rajouter des courbes, de faire des trucs assez jolis, mais quand tu veux analyser de manière assez poussée quelque chose, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas du tout au niveau. Je pense qu'on y arrivera, mais il y a encore beaucoup de taf, donc j'ai perdu énormément de temps. Donc pour moi, ça marche pas, et le temps de donner tout le contexte en détail et tout, en fait, c'est ingérable parce que c'est trop, quoi. On a un business assez saisonnier aussi. Tu vois, il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer que nous, les humains, quand on est depuis 10 ans dans la boîte, tu commences à maîtriser un peu. Et aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas encore au niveau pour analyser ça bien. Pour l'analyse de données automatiques. Ouais, exactement. Assez poussé, tu vois. Pourquoi là, la marge, elle est vraiment descendue? Pourquoi là, elle remonte, etc. Tu vois, ça c'est quand même assez difficile. Et ensuite, les outils, il y a plein d'outils qui se vendent AI, spécialisés là-dedans et qui sont en fait rien de nouveau. C'est l'automation. On confond presque aujourd'hui l'automation et l'AI. Ouais. C'est quand même deux choses qui sont très différentes, même si ça peut être lié. Et donc, évidemment, tester vraiment avec une team, avec des experts spécialisés, pas juste toi dans ton coin, et les mettre tout de suite. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire. On prend tout de suite une période de test de 2 semaines, 1 mois, qui t'a payé un peu, ça, c'est pas gênant. Et on voit tout de suite, on met les équipes directement. Hein, c'est basique, mais ça fonctionne, et on voit ce qui fonctionne vraiment. Et tu vois, là, par exemple, on a envie de tester un peu Salesforce aussi, qui, je trouve, ils ont été parmi les premiers, je dirais, à faire beaucoup de pubs sur l'AI, avant même la vague IA générative, ChatGPT. Et ils ont, je trouve que ça a été extrêmement marketing. Et derrière, en tout cas au tout début, ça valait pas du tout le coup, ça faisait pas du tout le taf. Maintenant que la partie GPT est arrivée, ils ont un peu amélioré leur sujet. Mais aujourd'hui, sur la brique, je dirais un peu helpdesk, donc SAV de Salesforce, c'est pas beaucoup plus que faire un résumé de la demande si c'est un peu long, ou des échanges, bien sûr, s'il y en a eu plusieurs, et préparer un draft de la réponse, ce qui est déjà pas mal. Mais ce que tu fais quasiment gratuitement avec un GPT en 2 secondes, tu lui donnes tes FAQ, tu le branches, un GPT, tu peux l'appeler avec une API. Donc ça te coûte rien. Évidemment, là, c'est intégré dans Salesforce, donc c'est ça la valeur. Mais ça va te coûter 30 € par utilisateur par mois, ce qui est extrêmement cher pour des trucs qui sont quand même assez simples. Donc moi, mon avis aujourd'hui sur tous ces outils-là un peu, en tout cas les outils dédiés ou les outils, les couches ajoutées au logiciel, qui sont bien établis, type Notion, etc., c'est que c'est encore un peu tôt. Par rapport au prix, pour l'instant, c'est encore un peu tôt et pas complètement mature. Mais ça, je pense que ça va le devenir. Je pense que d'ici 1 an, on commencera à avoir des trucs vraiment sympas qui vaudront peut-être les 10, 15, 20 €, voire 30 par utilisateur par mois que ça demande. L'automatisation avec un GPT pour faire un draft dans Salesforce, c'est quelque chose que tu as essayé? Alors, je l'ai pas vraiment... Non, dans Salesforce, non. C'est pas un outil que je maîtrise bien. Moi, je suis plus le côté HubSpot, qui était ce qu'on avait avant. Ouais. Mais je l'ai fait, par exemple, dans Slack, tu vois. Ouais. Dans Slack, ce que j'ai fait, c'était, on faisait un peu des tests pour les nouveaux qui arrivaient chez Jimmy ou chez Jim. Moi, j'avais fait tout simplement un GPT avec toutes les FAQ et connaissances d'un peu de qu'est-ce que c'est Gymlib. Et on s'amusait un peu à accueillir les nouveaux. T'as plein de questions un peu. C'est quand même assez novateur comme outil. Donc, est-ce que je peux aller dans tel gym? C'est quoi les limites? Comment ça se passe? Machin, quelles sont les différentes formules? Tu vois, toutes les questions un peu comme ça, de connaissances. Finalement, t'en as beaucoup et ça prend un peu de temps. Et du coup, t'as le GPT qui est complètement formé là-dedans.
Et plutôt que de l'avoir sur une interface type ChatGPT qui est pas forcément hyper accessible pour tout le monde, enfin, tout le monde n'a pas forcément de compte aujourd'hui, en tout cas, bah, tu mets sur Slack. Donc, je l'ai connecté. Donc, tu utilises l'API du GPT que tu connectes à Slack. Et du coup, tu as un channel où tu peux appeler je sais pas comment j'ai appelé, Customer Success, quoi, Customer Support. Et tu lui poses toutes tes questions. Voilà. Et donc, ça fonctionne. Et c'est ça qui est génial. Et il y a des outils qui te permettent de simplifier ça. Et en fait, tu pourrais imaginer mettre un bot pour chaque sujet dans Slack, plusieurs bots dans un même channel ou un channel par bot, tu vois. Et demain, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois la suite. C'est vraiment les impliquer. Donc, ça, c'est la partie custom, quoi. Mais tu l'impliques un peu dans tous tes outils. C'est ce que propose un peu Dust, finalement. Exactement. Ça ressemble pas mal à ce que propose Dust. Ouais, tout à fait. Que j'ai testé aussi, qui est sympa aussi. Voilà, pour l'instant, je trouve que ça fait assez cher, encore une fois, par rapport à cette API qui te coûte zéro, en fait, parce que tu vois, les prix d'un GPT-4o aujourd'hui, et encore plus GPT-4o mini, c'est zéro. C'est zéro. Donc, je crois que Dust, ils font payer que les utilisateurs existants, qui utilisent un mois donné, mais c'est quand même 30 € par mois dans ces cas-là. Ça va vite, parce que c'est encore une couche en plus. Donc, nous, on essaie aussi d'éviter de rajouter des outils sans arrêt, parce qu'après, tu t'en sors plus, quoi. Tu vois pas de plus-value par rapport à un GPT ? Aujourd'hui, je vois, ce qu'ils vendent aussi, c'est la capacité de changer de modèle. Tu vois, aujourd'hui, je trouve que c'est un peu overkill, entre guillemets. Maintenant, tout récemment, on a des modèles comme O1 ou O1 Preview sur ChatGPT qui sont quand même des modèles assez différents, qui sont pas juste la même chose en mieux et du coup tu prends le nouveau. C'est un petit peu différent. Donc là déjà c'est un peu plus de valeur, mais pour moi même par rapport à un Claude et tout, on est sur quelque chose qui est quand même relativement équivalent. Je trouve qu'aujourd'hui ça a très peu de valeur et peut-être que dans 1 ou 2 ans tu auras des sujets, tu pourras aller beaucoup plus loin, donc tu auras des sujets qui demandent énormément de raisonnement et là ça sera une évidence de prendre un O1 Preview ou équivalent. Ok, tu vois, parce que en maths on sait qu'ils sont nuls en maths, hein, les modèles qu'on a sinon. Mais je trouve qu'aujourd'hui c'est encore très peu de valeur. Enfin, j'ai jamais on m'a dit tiens, est-ce qu'on pourrait mettre un modèle plus plus orienté ça, parce que je trouve que les ChatGPT fait assez bien ce qu'on lui demande de faire, et pour l'instant les autres modèles ils vont pas vraiment jusqu'au bout, donc bon, mais ça viendra peut-être, je sais pas. Moi je suis un peu circonspect pour l'instant. Et alors, tu parlais des outils Incumbent, Slack, Notion et compagnie. Ouais. Ceux-là, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, ce que j'aime bien, alors moi, je suis un grand fan de Slack. Enfin, j'aime bien Slack. C'est pas très original, tu vas me dire, mais j'aime Slack dans la mesure où c'est un peu l'opposé de l'email. Et je l'avais fait un peu chez Jimmy, mais on a moins réussi dans la boîte qui nous a racheté la boîte allemande. Pour moi, Slack, c'est en interne, c'est Slack obligatoire, et email, c'est interdit, tu vois. C'est comme ça que je vois les choses, parce que tu gagnes énormément de temps à tous les niveaux. Enfin, en fait, en 2 mots, l'email, c'est un outil de communication. C'est pas fait pour discuter, c'est fait pour dire tiens, on a décidé que. Et Slack, c'est un outil de collaboration. Voilà. Bon, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Slack. Et en effet, ils ont sorti une couche AI, et c'est simple. Ça fait un résumé de toutes les conversations, de ton fil de discussion avec 50 petits messages. C'est trop long à lire, mais ça peut te résumer en 2 secondes. Ou tu reviens de vacances, ça te résume tous tes Slack très rapidement. Donc ça, je trouve ça très sympa. Nous, on est en test actuellement, on l'a pas encore déployé, mais on trouve ça pas déconnant. Donc c'est ça. Donc la qualité est là. Comment ? La qualité au rendez-vous. Les qualités est là. Ils font des choses simples, mais ils le font bien. Donc résumé. Qu'est-ce que tu as loupé ? T'as pas envie de tout lire. Et tu peux aussi poser des questions en NLP, en langage naturel. Et la recherche de Slack était un peu pourrie, je trouvais. Et avec ça, on a quelque chose qui fonctionne. Et à mon avis aussi, ça c'est un peu la next step, ils vont commencer à se connecter. Ils se connectent à Salesforce qui les a achetés, logique. Donc tu vas pouvoir poser des questions sur ton CRM. Ça commence à devenir intéressant. Mais demain, probablement à Notion, à ton Drive, etc. Et donc tu auras tout au même endroit. Et d'ailleurs, c'est un peu une tendance qu'on voit sur Notion aussi. Notion vient de se connecter dans leur outil AI à Slack et Google Drive, donc c'est pareil. Chacun veut devenir un peu le one-stop shopping de logiciels, si tu veux, où tu as tout dedans. Et ça, je trouve ça intéressant. Et donc, on va voir un peu ce que ça va donner. C'est ça qui, pour moi, va apporter de la valeur. On ne sait pas qui va gagner là-dedans, qui va récupérer le max de data. Mais voilà, donc les tests Slack assez concluants. Et puis, c'est beaucoup moins cher. C'est 10 € à la base, Slack, 8-9 €. Et la AI, c'est 10 €. Tous les autres, ils sont à 30 € par mois par user. C'est aussi un certain budget quand même. Voilà. Alors, tu as eu un projet de rédaction de draft de messages de vente sur LinkedIn. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le
projet? Ouais, alors comme je disais tout à l'heure, il y a des fails et il y a des success. Ce que je voulais faire à la base, c'était dire, ok, Marc, t'es chez Scopeo, voici, en fait, je vais sur ton LinkedIn automatiquement, Ouais. je vois qu'est-ce que t'as fait comme parcours universitaire, qu'est-ce que t'as fait comme entreprise avant, peut-être même qu'est-ce que tu as envoyé ou liké même comme post, les groupes, etc. Donc en fait, je sais tout de ta vie sur LinkedIn, et basé là-dessus, je t'envoie un email de prospection, un cold emailing pour te vendre Gmlib, bien sûr, que j'espère que tu achèteras bien sûr après, hein, ça me semble une évidence, n'est-ce pas? Mais vraiment, tu vois, complètement customisé. Et pour moi, c'est une vraie valeur en insistant sur les aspects potentiellement, plus t'en as dit sur ton LinkedIn, plus je vais être capable de savoir quels aspects insister, parce qu'il y a plein d'arguments différents pour vendre Gmlib, plein de raisons différentes pour vendre Gmlib à ta boîte. Et ça, je suis persuadé qu'on va y arriver, mais j'ai pas vraiment réussi à le faire. En connectant plein d'outils, c'était un peu galère. Et puis LinkedIn est assez restrictif, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, donc bon, j'espère qu'on trouvera des outils, des moyens de le faire à l'avenir. En revanche, ce qu'on a fait, on a fait des trucs un peu rigolos tout autour de LinkedIn. Par exemple, on dit aux commerciaux, notamment aux SDR, qu'il faut se rendre visible sur LinkedIn pour attirer, pour se montrer comme un expert, il faut faire de l'inbound marketing, attirer les DRH, les CE, qui vont ensuite discuter de Gmlib. Et bien, dans ce cas-là, le premier truc qu'on a fait, c'est un outil qui permet de commenter automatiquement, enfin avec l'IA, sur n'importe quel post LinkedIn, mais intelligemment. En fait, tu peux le customiser. C'est un peu comme un GPT, sauf que ça s'appelle, on utilise engage.ai, et qui est vachement bien là-dessus. Et en fait, tu lui dis, réagis comme un expert du bien-être en entreprise, et tu lui donnes un peu des datas de quoi manger, et il va te créer à chaque fois des commentaires pertinents par rapport à au post, mais potentiellement même les autres commentaires qu'il y a auparavant. Et donc, c'est assez bluffant, ça marche très très bien. Et donc ça, c'est gratuit, entre guillemets, il suffit juste de mettre une API qui ChatGPT, c'est tout, donc ça te coûte, tu vois, encore une fois, quasiment rien. Donc, petite chose, commentaire LinkedIn pour se faire voir. Faire voir sur LinkedIn. Dans l'autre sens, publier toi-même des posts. Là, j'ai fait un GPT qui permet de créer des posts LinkedIn pour les SDR, un peu suivant leur spécialité, dans quel domaine tu es. Évidemment, on va parler. Et puis, tu as plein d'axes. Donc, c'est le SDR qui dit aujourd'hui, j'aimerais que tu parles des Jeux Olympiques. Bon, c'est un peu moins à la mode maintenant. Mais je sais pas, je dis n'importe quoi, de bien-être en entreprise avec cet axe-là, à quel point ça peut être une manière. Ou tiens, le télétravail, ça revient à la mode. Le télétravail, on en sort de plus en plus, c'est compliqué. Comment faire revenir les gens au bureau à un outil finalement de fidélisation. Ça peut être un outil de fidélisation employeur, le sport, voir les gens, etc. Et donc, le GPT va créer les différents postes. Il peut en créer, je sais pas, un par jour, par exemple. Et on lui dit pas trop vendeur, jamais parler de Gmlib parce que voilà, faut pas faire de la pub, être vraiment amener de la valeur, une statistique, avec un ton différent parfois, hein, de l'humour, de la statistique, du questionnement, etc. Donc, pour avoir quelque chose qui varie régulièrement, mais avoir une vraie inspiration, ça peut même créer des images. Mais les images, on a trouvé que c'était, ça se voit trop, tu sais, sur LinkedIn, on voit trop les images et on s'est dit bon, pour l'instant, ça se voit que c'est des images, ça fait pas très pro, donc on arrête. Et voilà, et on arrive ensuite un peu à générer un petit peu de trafic d'une certaine manière là-dessus. Il faut pas en faire trop non plus. Il faut que ça soit varié. Mais c'est une manière de se rendre expert. Tu apprends des choses et tu te rends expert, tu te fais un peu voir. Donc la partie publication, la partie commentaire aussi. Et voilà. Et donc comme ça fonctionne bien. C'est toute une stratégie. Hein, ça prend du temps à mettre en place. Ouais. Mais c'est une stratégie qui commence à porter ses fruits petit à petit. C'est toujours un peu lent. Ok, donc c'est pour crédibiliser le SDR. Exactement. Le cold calling, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. Pour moi, c'est un peu comme le SEO, c'est la stratégie long terme, qui petit pas par petit pas. Ok. Alors, artisan.co, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Tu nous en as parlé tout à l'heure. Ouais, alors malheureusement pas autant que je voulais parce que on a des projets de migration qui nous empêchent un peu de le faire. Nous, on a eu des démos, on a joué un petit peu avec, mais on l'a pas vraiment testé en interne encore. Donc, ce que je sais juste, c'est que c'est un peu la boîte en vue actuellement. Il y a une autre boîte qui fait un peu la même chose qui s'appelle 11X là, qui vient de lever pas mal d'argent, je crois. C'est ça, c'est le SDR 100% automatisé, où ce qu'ils te vendent, c'est tu donnes un lien de calendrier et ils te mettent des rendez-vous dedans. Voilà. Et évidemment, tu as un peu customisé le truc en disant quel est ton pitch, quelle est ta cible, etc. Mais ils s'occupent de toutes les étapes différentes.
Se connecter bien sûr à ton CRM pour voilà, pas aller chercher des gens que tu as déjà, aller élargir le scope, aller trouver des autres cibles, aller contacter, que ce soit en email ou potentiellement en email directement, et puis itérer jusqu'à prendre un rendez-vous, avoir l'angle, comme je disais tout à l'heure, le bon angle pour te parler à toi en tant que dirigeant de telle société, etc. Et jusqu'au rendez-vous, et après toi t'es SDR, tu t'arrives et tu fais ton rendez-vous, quoi. Voilà. Ok. Donc c'est assez prometteur. C'est pareil, hein, on est au début, mais je pense que pour moi c'est clairement l'avenir, et ça marche déjà un peu, ça va marcher bien, je pense, dans 1 an ou 2 max. Est-ce que tu penses pas que ça va se voir comme les images générées? Ouais, oui, c'est une bonne question. Ils vont voir qu'il n'y a pas de faute d'orthographe dans les mails. Voilà. En fait, je pense que alors ça se voit toujours de manière moins claire que les images, c'est sûr. Après, il est probable que ça se voit un peu. Après, je pense que t'es jamais sûr aussi. Si c'est aussi une question de est-ce que la conversation elle est mauvaise ou pas. Parce que finalement, moi, je préfère largement discuter avec une IA qui est pertinente par mail que répondre aux cold calling sans arrêt qui sont absolument pas pertinents toute la journée par des humains. Tu vois. Bien sûr. Et donc voilà, c'est une question de pertinence à eux et à nous en tant qu'entreprise utilisatrice potentielle de faire en sorte que la conversation soit de qualité. C'est toujours une question de valeur. Et après, moi, ça me choque pas. Moi, je crois même au AI calling à terme. Et je te ferai la même remarque. Si on me vend un outil intelligent, utile pour moi, plutôt qu'une énième facture d'énergie ou qui me saoule, c'est insupportable. Eh bien, pourquoi pas en fait. Au moins, je peux poser mes questions, même mes questions bêtes finalement. J'ai pas peur de poser mes questions bêtes. Bon, je crois vraiment. C'est en train d'arriver. C'est encore au tout début, ça. Hein. Mais moi, pour moi, c'est le deuxième pan du futur du travail du SDR. Sur un appel non sollicité, parce que autant sur un appel sollicité, j'arrive tout à fait à imaginer. Ouais. Sur un appel non sollicité, est-ce que si tu te rends compte qu'il y a une machine qui t'appelle, tu prends l'appel? C'est difficile de s'en rendre compte tout de suite, mais oui, si après, tu auras probablement des lois, si ce n'est pas déjà le cas, de dire tout de suite que c'est une IA qui parle ou un non-humain. Bon, c'est une bonne question. Pour moi, c'est vraiment pas une question de robot ou humain. C'est peut-être un peu disruptif de dire ça, mais pour moi, c'est une question de valeur. Est-ce que le call a une valeur pour toi? Est-ce que le service dont on veut te parler a du sens? Si c'est le cas, pourquoi pas? Pourquoi pas? Okay. Je pense que ça deviendra mainstream, mais ça prendra du temps. Il va falloir s'adapter. Et alors, Leadbay, donc ça c'est un truc que vous utilisez? Ouais, tout à fait. C'est un outil français. Et puis moi, je suis parisien à la base, mais j'habite à Tours depuis quelques temps. Et de ce que j'ai compris, un des fondateurs est à Tours en plus. Donc tu vois, encore mieux, c'est la French Tech locale. Donc ce que ça fait Leadbay, ça se branche sur ton CRM, HubSpot, Salesforce, etc. Et ils vont scanner tous les comptes que tu as vendus. Donc ça, c'est la première étape, tout ce que tu as vendu jusqu'ici. Et du coup, ils vont en déduire dans ton pipe tout ce qui est pertinent ou tout ce qui l'est moins. Parce que tu as toujours des milliards d'entreprises dans ton pipe, mais tu vas passer plus ou moins le même temps sur toutes les entreprises. Hein. Basiquement, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, les entreprises à peu près de même taille, il est possible que tu passes à peu près le même temps dessus. Celles qui ont à peu près le même montant potentiel de vente. Et ben lui, ce qu'il dit, c'est qu'attention, ça, c'est très très loin de tout ce que tu as vendu, donc en fait, tu as très très peu de chances de le vendre. Donc, je te conseille de pas passer trop de temps là-dessus. Et ça, en revanche, c'est vraiment du copier-coller de ce que tu as vendu 100 fois. Donc, focus tes efforts là-dessus. Donc ça, rien que ça, les CRM essaient de faire ça, mais aujourd'hui, je trouve qu'ils n'arrivent pas, ils sont pas à ce niveau-là. Et donc ça, c'est vraiment spécialisé. Et je trouve ça pertinent. Je trouve que c'est une bonne manière de flaguer son temps, pardon. Vraiment sur ce qui compte, c'est ce qui a de la valeur et qui a plus de chances de signer. Et le deuxième truc qu'ils font, c'est ok, nous, on a aussi trouvé, par rapport à tout ce qu'il y a dans ton pipe, on a aussi trouvé 100 boîtes qui ne sont pas du tout dans ton pipe et qui pourtant ressemblent beaucoup à des boîtes que tu as signées auparavant. Et donc, tu devrais les rajouter et voilà lesquelles c'est. Et puis, tu les ajoutes en un clic dans ton pipe et tu peux suivre, etc. Et donc, voilà. Et donc, nous, on a testé ça. On est avec une petite dizaine de SDR. C'est le début du test. Ça fait peut-être 1 ou 2 mois.
Et les résultats sont vraiment intéressants. On a beaucoup de boîtes intéressantes. On a pas mal de rendez-vous dans ces nouvelles boîtes qu'on nous a dit de rajouter qui n'étaient pas dans le CRM. Et donc, ça continue à s'améliore en même temps que nos retours. Donc, je pense que ça va être vraiment un bon outil, un outil clé à l'avenir. C'est quoi les inputs? C'est sur quoi ça se base ce scoring? Donc, il se connecte donc au CRM pour voir un peu la partie pure, qu'est-ce que c'est comme entreprise. Et c'est tout ce qui s'appelle le Firmographics. Tu vois, donc c'est finalement des infos qui sont très génériques, la taille de boîte, la nationalité, le domaine d'activité, et puis voilà, vraiment toutes les infos assez génériques, je dirais. Mais sauf qu'ils en combinent énormément, et bon, bah c'est un peu de l'IA, quoi. Donc au bout d'un moment, ils arrivent à trouver des relations que nous on voit pas, en fait. Tu sais, comme quand on dit on reconnaît un chat et qu'on voit que l'IA elle reconnaît les chats de manière complètement différente de nous, mais que ça marche mieux. Ouais. Et ben c'est un peu la même chose. Et donc je ne saurais pas te dire un peu plus en détail, mais je trouvais que c'était plutôt original, et surtout la question c'est est-ce que ça marche, parce que finalement c'est leur tambouille, et ben ça marche plutôt pas mal. C'est des débuts assez encourageants. Ok. Vous avez aussi fait du fine tuning un petit peu. Ouais. De GPT, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience de fine tuning qui reste quand même assez rare? Ouais, alors tout dépend un peu. Alors, il y a deux choses. Moi, je suis allé assez loin avec les teams dans les GPT. Pour être tout à fait précis, le véritable fine-tuning, si on en parle à la ChatGPT, on n'en a pas fait pour l'instant. D'accord. On a fait, donc... on a été, je pense, les premiers, quasiment, en tout cas, on n'a rien à connecter les GPT, typiquement à Notion, à HubSpot, etc. Il y a déjà peut-être un an ou plus. Et donc, on utilise les GPT pour les trois choses pour lesquelles c'est fait. Une manière de répondre précise, tu vois, on peut dire à la Shakespeare ou autre. Bon, c'est pas ce qu'on utilise, mais ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est avec le RAG. Donc, donner énormément plein de PDF, plein d'infos en mémoire pour customiser vachement. Et c'est pour ça que ça, on appelle un peu par... c'est une erreur, parce que c'est pas le vrai terme, mais par extension, d'une certaine manière, on appelle ça un peu le fine-tuning avec tout ce RAG que tu fais pour lui donner des connaissances de ta boîte. Ouais. Et en 3, tout ce qui est la partie API, et dont je trouve on parle assez peu finalement, alors que c'est quand même assez puissant. Tu peux le connecter à Notion, à HubSpot, comme je disais, à n'importe quoi, même à tes API internes. Et tu peux surtout en connecter dans un seul GPT, tu peux mettre 10 API si tu veux. En fait, et lui, automatiquement, le GPT sait automatiquement vers quoi aller se diriger suivant ta requête, parce que c'est la puissance du traitement de langage naturel. Et un exemple qui prend en compte pas mal peut-être sur ces trois aspects du GPT, et ben nous, comme tu sais, on a 5000 infrastructures sportives, mais on en a, 100 nouvelles chaque mois. Et donc, il faut créer une fiche salle qui décrit, tiens, ça c'est un studio de boxe, ça c'est une salle de fitness, etc. C'est assez long, c'est compliqué, il faut le faire en plein de langues et tout. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est donc un GPT qui est très simple. La partie RAG, c'est on lui donne la liste de tout ce qu'il faut pour faire une bonne fiche client, une bonne fiche salle pour Gymlib. Donc, il faut une description courte, de temps de caractère, une description longue, de temps de caractère. Il faut une liste d'activités. Il faut une liste d'équipements. Est-ce que c'est accessible aux PMR, aux femmes enceintes, etc. Et donc ça, c'est la partie RAG. Je lui dis, et puis je lui donne aussi 2-3 exemples. Ça, c'est des bons exemples, ça, c'est des mauvais exemples. Comme ça, il comprend bien qu'est-ce que je veux. Et ça, ensuite... C'est des documents de base, voilà, les knowledge base. Exactement. Pour vraiment comprendre comment faire une bonne fiche salle descriptive d'une salle de sport. Et ensuite, ce que je vais lui dire, c'est maintenant, je veux que tu me crées une fiche salle à chaque fois. Et l'utilisateur, il va juste avoir à te donner l'URL du site internet. Donc voilà, par exemple, nous on est à partenariat Episode, Dynamo, toutes les grandes salles de sport. Donc voilà, www.episode.com. Et juste, en fait, tu lui envoies l'URL, point final. Il sait son travail après. Il va sur l'URL, il parse tout le site. Il résume tout ce qu'il peut, et donc il te fait dans le format que tu lui as demandé, la short description, long description, etc., etc. Et il te le fait avec des emojis pour que ça soit un peu plus clair, plus joli et plus lisible. Et surtout, au-delà bien sûr donc au format demandé, il te le fait en plus dans les 5 langues. Français, anglais, néerlandais, allemand, et il doit m'en manquer une. Enfin voilà, on a 5 langues comme ça. Et voilà, c'est hyper puissant. Ouais. Et en fait, ça gagne un temps de dingue. Et c'est même très... Alors, t'as toujours une relecture humaine, mais c'est dans l'écrasante majorité des cas bien plus quali
que nous humains, et c'est fantastique. Et donc là, tu le fais aujourd'hui sur une interface GPT dédiée, mais à terme, notre objectif, c'est dans le back-office, tu as juste un bouton « Générer la fiche sale ». Dès que tu as mis l'URL, tu as généré la fiche sale, ça appelle l'API du GPT, et c'est fini. C'est réglé. Donc, et ça, ils l'utilisent tous les jours, quoi. Et même maintenant, et tu sais, sur les 5000 salles, en plus, t'as pas d'homogénéité, parce que t'as souvent des stagiaires qui le font, c'est pas écrit de la même manière et tout. Donc, pour avoir une sorte de, j'allais dire un contenu éditorial, tu vois, une manière, un peu comme le fooding, ou le bonbon, voilà, ou un vrai contenu éditorial cohérent sur l'ensemble de ton catalogue, et ben c'est aussi avec des outils comme ça que tu peux prendre les 5000 et tu les refais, tu les mets à la sauce GPT en API, en masse, avec un script, et c'est réglé. T'as quelque chose qui est très quali, qui a aucune faute d'orthographe, bien sûr, qui est dans toutes les langues, très quali aussi dans toutes les langues, et très homogène, et toujours au même format, voilà, assez strict qu'on a proposé, quoi. En termes d'évangélisation, qu'est-ce que tu répètes beaucoup aujourd'hui? Qu'est-ce que tu dois répéter énormément? Ouais. Bon, déjà, je pousse beaucoup de gens à tester. C'est peut-être un peu ridicule, mais je suis étonné du nombre de gens. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT, mais la proportion dans ces gens-là qui ont testé, elle est pas si importante que ça. Oui, il y a peut-être 100 millions d'utilisateurs mensuels ou 200, mais je pense qu'il y a 5 fois plus de gens ou plus qui en ont entendu parler dans le monde. Et donc, la première chose, c'est, mais vas-y, mais teste. En plus, maintenant, on peut même tester sans compte. Donc bon, c'est un peu basique, mais ça commence par ça, parce qu'en fait, il faut les gens puissent tester avec une requête qui leur tient à cœur. C'est à eux de trouver la question qu'ils veulent poser. C'est pas à toi de dire, tiens, t'as qu'à lui demander la capitale du Pakistan. Non, ça, ils s'en foutent. Ils veulent vraiment poser leurs questions, et c'est là où tu commences à avoir l'effet waouh. Voilà. Donc, tester avec leurs mots et avec leurs questions. Et pour moi, je résume en un mot. Il y a un mot qui résume à quel point c'est novateur. Pour moi, c'est le contexte. C'est le contexte. Tu poses la question de qui a gagné la dernière Coupe du Monde, Google est capable de te dire. Et ensuite, tu dis sur quel score, bah ça y est, il comprend plus. Il sait pas de quoi tu parles. Tu peux pas poser une deuxième. Alors évidemment, je parle pas de Gemini, je parle vraiment de Google classique, tu vois. Et ensuite, et qui étaient les buteurs, etc. Ça ne fonctionne pas. Tu as joué avec ChatGPT, tu as un contexte, tu as une conversation. Il se souvient toujours de ce que tu as dit avant. Et c'est ça qui rend le truc extrêmement puissant, parce que du coup, tu peux continuer la conversation pendant des heures et des heures sur plusieurs jours. Et pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Voilà, qui fait que Google, à mon avis, même s'ils ont sorti Gemini, etc. Bon, après on pourra reparler de la recherche et qui n'ont pas du tout changé sur Google, la ChatGPT qui sort maintenant, même son moteur de recherche qui est aussi très intéressant. Je disais tout à l'heure, j'utilise quasiment plus Google. Bon, voilà, donc ça change. Donc voilà, c'est très simple. Il faut absolument tester avec ces requêtes. Pour moi, ce qui change tout, c'est la simplicité. Et ensuite, il faut, je dirais, faire un petit peu attention aussi à pas trop utiliser. Il faut utiliser à bon escient. Ça veut dire qu'il faut quand même, faut pas croire qu'on ne fera pas marcher son cerveau du tout. Il faut que ça soit un sujet dans lequel on a envie de s'impliquer. Si on ne dirige pas un peu les opérations, on n'arrive à rien. Donc faut être impliqué. Là, pour diriger un sujet, il faut savoir un peu ce qu'on veut, vers où on veut aller, etc. Et bien sûr, rajouter du contexte. Moi, l'autre conseil que je dirais aussi, pour justement rajouter du contexte qui va donner beaucoup plus d'efficacité, moi je fais tout en vocal. Je prends l'appli de ChatGPT et je mets tout en mode vocal. Et en fait, c'est bête, hein, mais tu gagnes quoi? Tu vas 3 fois plus vite. Tu vas 3 fois plus vite plutôt que d'écrire tout le contexte. Et surtout, donner un contexte, ça peut être large. Tu peux dire, voilà, je travaille chez Gymlib, je fais ça, avant j'ai fait ça, mon projet est ça. Tu vois, ça peut faire 10 lignes, ça. Et si tu le dis en vocal, ça va te prendre quoi? 20 secondes? Et là, tu as tout de suite une réponse qui est extraordinaire. Et voilà pourquoi je pousse absolument à utiliser l'appli vocale, parce que voilà, c'est là où on est très très efficace, quoi. T'es pas le premier que j'ai entendu ça. Bah voilà. Non, pour moi, c'est game changer. Hein. Et pour exactement le même usage que ce que tu dis. Écoute, voilà. Rédaction de réponse à des mails, réponse à rédaction de documents à partir de contextes qu'on a déjà donnés. Ouais, mais ça change littéralement. Moi, il y a plus. Tu vois, je suis assez tech, donc souvent je vais chercher des infos sur des forums. Et il y a plus une fois, et c'est chiant d'aller écrire un article en anglais qui explique alors voilà ce que j'essaie de faire, voilà quel est mon problème, et voilà ce que j'ai essayé. En fait, je prends ma conversation sur ChatGPT dédiée à ça, où c'est déjà tout ça, et je lui dis résume ça, je vais poser ça sur Stack Overflow, et résume ça, et demande de l'aide.
Voilà, ça me prend quoi, 10 secondes 10 secondes, j'ai un truc parfait et je l'envoie. Évidemment qu'en perso, c'est pareil, hein, j'ai toujours la même chose et ça devient super efficace, quoi. J'utilise aussi beaucoup pour le code et le code, pour moi, ça évolue à une vitesse extraordinaire. Ça fait pas encore tout, mais d'ici 6 mois, 1 an, ça sera incroyable, quoi. Ça fera presque tout, quoi. Il y aura toujours besoin de l'humain, bien sûr, hein, mais ça fera quand même beaucoup de choses, quoi. Alors, quelles erreurs tu peux nous partager pour nous faire gagner du temps? Donc, j'avais évoqué un petit peu cette idée de data analysis, là où je trouvais que c'était vraiment pas efficace. J'ai fait, un des gros fails que j'ai fait, c'est faire un GPT pour créer les fiches de poste. Tu vois, on va recruter, je sais pas moi, un designer, un développeur et tout. Et ben, je me suis dit, il y a quand même toujours une partie un peu commune sur les perks, les avantages dans la boîte. Si que tu recrutes à Berlin, à Munich, à Paris, t'as aussi des spécificités, voilà. Donc toute cette partie, bon, ça fonctionnait bien sûr. Mais ensuite, tout le cœur, la substantifique moelle de qu'est-ce que tu vas faire vraiment. Et ben, je lui donnais un peu d'infos sur la boîte et j'espérais que, voilà, il créerait une fiche de poste. Et j'ai pas mal travaillé avec les RH là-dessus, enfin, un petit peu. Et en fait, on s'est rendu compte tout simplement que c'était pas humain, c'était pas très humain. Et là, il y avait besoin que ce soit réellement humain, tu sais, parfois c'est un peu plat, les réponses de ChatGPT. Et j'arrivais pas finalement à donner suffisamment de contexte, suffisamment large et précis pour avoir quelque chose de pas plat. Donc c'était un fail. Donc finalement, on a tout simplement abandonné. On a dit, bon, écoute, toute manière, c'est pas un enjeu énorme, même si quand même, mais c'est pas là où tu vas prendre le plus de temps non plus. Donc on a juste jeté le truc à la poubelle, c'est pas grave. Voilà, faut aussi savoir qu'il y a des choses pour lesquelles, ça marche pas. Et après, bon, le truc où j'ai passé pas mal de temps aussi, c'est pas en perte de temps, c'est parfois, il est pas du tout lucide sur ses capacités. Donc, il va pas se rendre compte que il va dire, il va t'aider, il va jamais se rendre compte qu'il est pas capable de faire quelque chose comme ça. Donc, je sais pas, donc je parlais des études de data pour aller plus loin, etc. Mais donc quand tu pousses un peu, il faut vraiment, je dirais un peu creuser avant sur sa capacité avant de perdre un temps fou et rentrer dans les détails d'un truc où en fait tu te rends compte que tu arrives nulle part. Et donc c'est frustrant en fait. Il y a des usages, on sait qu'il y a des usages ou des types de métiers où ChatGPT est très bon, c'est là où il faut les utiliser. Et j'ai envie de dire, faut pas tenter de réinventer un milliard de trucs où on sait que c'est pas ouf, où il se passe pas grand chose d'utile en IA. Pour moi, il faut pas trop perdre de temps à essayer de le faire marcher dans ces domaines-là parce que pour l'instant, ça marche pas. On a parlé des mathématiques aujourd'hui. Tu vois, moi, en perso, j'ai fait des GPT aussi là-dedans. On en parlera peut-être, mais juste pour faire des opérations mathématiques basiques, les GPT-4o ne marche absolument pas, c'est catastrophique. Donc voilà, il faut vraiment l'utiliser pour ce sur quoi c'est fait, et pour l'instant, lâcher l'affaire sur le reste. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Oui, j'en ai pas mal. Alors, un truc rigolo, c'est que j'avais découvert un bug sur ChatGPT, un bug que j'estime important. C'était, tu sais, on peut partager, t'as une conversation là, tu peux la partager avec des amis, n'importe qui. Comme ça, ils peuvent relire toute la conversation. Eh bien moi, j'avais fait des tests. Parfois, on arrive à la fin de la conversation, tu sais, au bout de X pages, il veut plus. Il était obligé de relancer une nouvelle conversation. Et donc moi, je lui ai dit, fais un résumé de la conversation d'avant. Et je lui ai dit, dans la nouvelle conversation que je démarrais, voilà ma conversation d'avant, résume-la, et on va repartir de ça pour éviter de tout retaper. Et à ce moment-là, il m'a fait un résumé de la conversation précédente, sauf que ça n'avait absolument rien à voir avec cette conversation. Et donc c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, il me donnait accès au contenu de conversation d'autres utilisateurs. Tu vois, l'énorme bug, je trouvais ça incroyable. Je me dis, mais s'il y a des données de carte bancaire, parce qu'il y a des gens qui font pas gaffe, des données perso, des données d'entreprise, les gens demandent tout et n'importe quoi à ChatGPT. Et donc, si j'arrive à avoir des accès à ce genre de données, c'est quand même catastrophique. Et donc, j'ai soumis ce bug, il y a un truc de bug bounty sur ChatGPT, sur OpenAI, et j'ai pas compris, ils m'ont dit, non, on le ferme, je sais pas. Et depuis, je crois qu'ils ont résolu le truc quand même. Je sais pas, mais je l'ai resté, si tu veux, je l'ai reproduit des dizaines de fois, quoi. Et j'ai des captures d'écran, des PDF et tout, donc voilà, c'était assez marrant, assez étonnant. Et ça, voilà, c'était un peu les débuts de ChatGPT. Et après, il y a plein de trucs. Si un truc rigolo que je fais, c'est, je prends toujours mes notes sur mon téléphone ou ordi quand j'ai des réus.
Et c'est assez basique, il y a des fautes d'orthographe parce que c'est très vite fait et tout. Maintenant, ce que je fais, c'est que je copie-colle ça dans ma conversation de chat GPT dédiée, où je lui dis à chaque fois, il sait son rôle, ce que c'est comme un GPT dédié, quoi, il doit mettre en forme pour Notion. Et je lui ai dit comment mettre en forme des titres, des sous-titres, des bullet points, bien organisés, des emojis pour clarifier un peu tout. Et donc, je fais juste ça, copier-coller, et j'ai tout de suite un copy and paste prêt pour Notion, parce que Notion, c'est du markup language, donc c'est ce que ChatGPT sait faire. J'ai que un copier-coller à faire et tout est structuré instantanément. Donc ça, c'est trop bien, c'est trop propre. Tu passes d'un truc dégueu à hyper propre sans besoin de retravailler les notes. Tu gagnes un temps fou. Et en plus de ça, ce que j'ai fait un peu, c'est que je l'ai connecté ensuite à l'API Notion. Et donc maintenant, je lui envoie mes petites lignes un peu dégueulasses. Il me crée automatiquement la page Notion dans le bon espace, comme je lui ai dit. Il la met au bon endroit et tout. Et voilà, enfin, c'est des petits tips, mais ça gagne un temps fou. Comment s'est fait la connexion? Par l'API Notion, t'as une partie par le GPT, tu sais, t'as une partie où tu peux connecter des API, ce que j'ai évoqué un peu tout à l'heure. T'as une partie authentification qui est un peu chiante, et ensuite une partie pure appel d'API pour créer une page, modifier une page, rechercher implémenter aussi toute la modification du site Notion. Ouais, mais en fait c'est simple parce que moi, tu vois, je suis pas dev à la base, mais tu te fais aider par l'IA évidemment là-dessus. Et tu fais ce qu'on appelle un schéma API qui dit pour créer c'est ça que t'appelles, pour modifier une page c'est ça que t'appelles. Et donc tu fais tout ton schéma API, mais t'es vachement aidé pour le faire. Et ensuite c'est du langage naturel en disant tiens, toi ton GPT, ton rôle c'est de créer la page Notion automatiquement. Et je peux rechercher, je peux me modifier, je peux me supprimer des pages et tout. Et donc si demain je veux le faire en masse, je dis n'importe quoi, je prends les 100 résumés de notes de toute la boîte de cette semaine. Et je crée une page Notion pour chacune, hyper propre, hyper clean, et voilà. Et je les mets dans leur espace, je les mets en privé dans l'espace de chacun, parce que je peux les authentifier au nom de chacun. Et puis c'est bien aussi pour des raisons de sécurité. Et ensuite, ils relisent juste, quand c'est OK, ils le mettent dans le bon espace, et c'est réglé. Enfin, tu vois, tu peux gagner un temps de dingue avec ça. Ouais. Tu peux faire sur plein d'outils. Et pour moi, c'est un peu ça l'avenir. Hein. C'est magique, quoi. Tu te connectes à tout hyper facilement. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de leur chat, finalement, tu te retrouves à manipuler les autres. Exactement. Peut-être, est-ce que demain, ça deviendra l'interface ultime? Il se dirige un peu, tu sais, on parle les recherches maintenant, l'air de rien, les recherches online, tu les fais maintenant dans ChatGPT. Et de plus en plus, tu vois. Oui, tu peux les faire dans ton navigateur, mais tu les fais surtout de plus en plus, et tu vas les faire de plus en plus dans ChatGPT. Donc, t'as plus besoin de ça. Toutes les discussions de n'importe quel projet, tu les fais dans ChatGPT. Demain, là, ils permettent de se connecter à Google Drive, à Slack, peut-être pas encore à Slack, mais à Google Drive et à l'équivalent de Microsoft. Demain, sûrement à Slack, à Notion et tout. Et donc, tu vas avoir aussi de plus en plus tout à l'intérieur de cette interface. Et en se connectant même avec tous tes outils métiers très simplement, vraiment custom. Bon, même une API custom, tu vois, nous, on s'est connecté à des API custom aussi. Ça fonctionne très bien. Je peux te donner peut-être, si tu veux, un autre exemple concret aussi qu'on a fait. Ouais. On avait une problématique d'horaire de salle. De jour d'ouverture, d'horaire de salle. On a 5000 salles. Il faut que les horaires et les jours soient disponibles. Si on te propose d'aller dans une salle de fitness type Néoness, Cercle de la Forne, voilà, ou Keep Cool, qui sont nos grands partenaires, si je te dis d'y aller lundi à 8h et que c'est fermé, ça va pas être génial. Du tout. Et donc, on doit avoir ça à jour. Mais c'est très compliqué parce qu'on va pas demander à la salle de le faire et tout. Donc, en fait, l'endroit où c'est à jour, c'est sur Google, tout simplement. Et donc, moi, j'ai créé une API et 100% développée avec l'IA. J'ai fait par itération, voilà. Et donc, elle va faire quoi? Elle va prendre le nom de la salle, elle va comparer les horaires sur notre site aux horaires Google, et puis elle va afficher tout ça dans un tableau en mettant en gras les différences. Et donc, tu vois, c'est vraiment du pur, c'est des API, mais à la fin, tu lui parles, il te met en gras, enfin, tu vois, il te fait un truc joli, voilà. Et donc, ça, c'est un exemple, si tu veux, d'API custom qu'on a faite. Et le GPT, il ne fait que appeler cette API custom, et il appelle pour une salle comme pour 500. Et si je veux, il me sort un CSV des 500 salles, et il me sort que les différences d'horaire avec la liste des 500 salles, et ceux qui sont pareils, il me sort pas. Donc tu vois, et t'as vraiment un langage naturel. Avant, les équipes métiers, tu pouvais pas. J'avais fait une API sur AWS, ça les aide pas. Maintenant, je branche l'API au GPT, je dis voilà, vous avez tout dans le GPT, c'est lui qui va faire le taf difficile. Et donc, en fait, c'est magique.
c'est magique. Et donc, il l'utilise au quotidien parce que ça arrive tout le temps. Et voilà. Et des trucs comme ça, il se connecte. La puissance du truc, c'est que tu te connectes aux API des grands logiciels, mais aussi avec toutes tes API custom que tu vas faire. Et demain, c'est comme ça que je vois un peu le futur, d'une certaine manière. T'as toute une galaxie d'API standards pour les gros softwares connectés à ChatGPT, mais aussi toute une galaxie d'API custom, un peu par verticale. Les GPT pour les sales, les GPT pour le marketing, etc., etc. Tu vois pas de limite à ces outils d'API. Est-ce que des fois tu vois des limites quelles qu'elles soient sur je sais pas moi, le nombre d'options différentes, sur la complexité de la tâche. Est-ce que vraiment à t'entendre ça a l'air magique, mais est-ce qu'il y a une limite, tu vois, est-ce que tu la vois? Tu parles de quoi exactement? De l'API en elle, des API que tu peux connecter? Par exemple, tu parles de celui qui manipule Notion à ta place, etc. Ah oui. Enfin, toutes ces connexions, voilà, qui se font par API, qui sont quand même des calls API décidés par une IA, etc. Est-ce que tu vois des dysfonctionnements, ou est-ce que ça a vraiment une efficacité? Non mais c'est une bonne question. En fait, comment dire, je dirais qu'il y a un niveau d'intelligence qui est relativement limité encore. Ça reste une vraiment belle valeur ajoutée. Mais tu vois, dans mon exemple avec Notion, le niveau d'intelligence donc d'IA réel, c'est remise en forme des notes. Et ça, moi, je considère que c'est toujours obligatoire d'avoir un humain qui check. Mais très rapidement, évidemment, ça va beaucoup plus vite de juste checker que de le faire toi-même. Mais il y a pas vraiment l'IA qui va décider ou pas de créer à ce stade une page ou de supprimer une page. On n'en est pas encore là. Je lui ai juste dit un taf qui est simple, c'est que tu prends mes notes, tu les convertis en Notion et tu crées la page avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je dis que d'une certaine manière, tu donnes l'ordre de création. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc à ce stade, c'est on pourrait considérer que c'est modérément avancé. Voilà. Après, je vois ce que tu veux dire sur quelque chose qui va beaucoup plus loin. On n'en est pas encore. Pour moi, c'est, on parlera peut-être tout à l'heure un peu le futur, les agents, probablement le futur de l'IA. Là, on va arriver à des niveaux beaucoup plus avancés. Et c'est sûr que si tu laisses complètement les IA, t'as moins d'humains. Là, tu seras un peu plus stressé sur le résultat. À mon avis, tu laisseras un peu moins les clés du camion quand même. Et puis il y aura aussi un sujet user-facing ou internal. Est-ce que tu le fais directement pour tes clients, où là, tu as une obligation d'être parfait ou quasi, ou est-ce que tu peux aussi le faire à destination de ton client interne, de ton équipe sales, de ton équipe tech, de ton équipe machin, et auquel cas, si c'est pas parfait, on va améliorer, mais c'est un peu moins grave s'il y a des erreurs et tout, tu vois. Et c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui. L'IA, elle est beaucoup utilisée en back-office. En back-office, ça sert énormément, mais surtout en back-office. Assez peu en user-facing, type SAV ou autre. Alors, est-ce que tu as une opinion à nous partager Ouais. Que dire moi, ce que je peux dire, c'est que d'une certaine manière, alors c'est pas très original, tu vas me dire, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte du tout à quel point l'IA va changer radicalement la physionomie du monde et à quelle vitesse. Je suis déjà assez impressionné par les entreprises qui prennent le sujet quand même rapidement, mais ça va tout changer. Et on me pose beaucoup la question, mais du coup, on va servir à quoi, nous? Les enfants au collège, au lycée, ils travaillent, comment ils vont travailler, etc. Et donc moi, j'aime bien raconter un peu les histoires que quand Google est arrivé, tout a changé aussi. Oui. Avant, moi, quand j'étais petit, je travaillais dans le quid et je mettais 1 heure pour essayer de voir qui est Napoléon, faire mon exposé sur Napoléon, tu vois. Et sur Google, maintenant, ou Wikipédia ou autre, tu fais des copier-coller, ça fait longtemps que tu fais ça, et la valeur, elle est pas de prendre des notes, d'expliquer qui est Napoléon. Elle était déjà de commencer un tout petit peu à, recouper les sources, analyser et tout. Bon, là, t'as même plus toute cette étape-là, t'as directement, si tu veux un angle et tout, t'as déjà tout directement dans cet angle-là,
Voilà. Mais pour moi, tu trouveras toujours une valeur, mais qui fera effectivement différente, et on n'aura pas le choix. De manière, c'est pas la peine d'essayer d'aller contre, ça n'aura pas de sens. Mais peut-être que les questions seront plus de vraiment comprendre à quel point Napoléon a changé la donne dans la suite, à quel point il a inspiré les générations futures. Je dis n'importe quoi, tu vois. À quel point je dis n'importe quoi. Est-ce que les stratégies de bataille étaient hyper innovantes, et le code civil, etc., tu vois. Un peu plus l'héritage. Et donc, on va apprendre à travailler différemment. Et il y a une phrase que j'ai lue dans un article récemment qui dit, mais finalement, on passe réellement de l'économie de la connaissance à l'économie de l'allocation. L'allocation de quoi? L'allocation du temps. Ça veut dire que ça sert... Enfin, c'est toujours bien de connaître, mais c'est à part impressionner tes amis au dîner mondain, c'est pas ça qui va faire la différence, en tout cas au niveau du boulot. Ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à être finalement un manager d'une certaine manière, pas nécessairement un manager humain, mais un manager d'IA au singulier, voire au pluriel, potentiellement de modèles demain, différents modèles suivant les différentes applications, et j'allais dire de diriger un petit peu tout ça vers certaines tâches, savoir justement ce qu'il peut faire pour l'instant l'IA ou pas, ce qu'il vaut mieux donner à un humain, ce qu'il faut externaliser ou pas, là où tu dois avoir un contrôle presque micro-managé, tu vois, ou pas. Et donc, c'est ça, c'est manager des IA, donc n'importe qui va devenir presque un manager. L'allocation du temps et non plus la connaissance. Donc, ça va changer radicalement, mais pour moi, ça va pas être moins intéressant. C'est comme, tu vois, le GPS est arrivé, plus personne ne sait se repérer dans l'espace. C'est une compétence dont on n'a plus vraiment besoin. Je sais pas si on est moins intelligent pour autant. On a une case qui se libère dans le cerveau pour faire d'autres choses. Alors, quel invité est-ce que tu aimerais entendre au micro de Data Driven 101 dans un prochain épisode? Eh bien, alors moi, j'aime bien côté un peu patriote et tout. Je trouve qu'on est pas mal en France sur l'IA. J'étais à comment ça s'appelait, l'événement de Scaleway sur l'IA la semaine dernière. On a vu rapidement H, on a vu un peu QTile. Et on n'a pas vu Mistral. Donc typiquement, ça serait un peu des trois, les trois français. Ici, il y a Hugging Face, les quatre. Il y a Hugging Face, il y a bien sûr Mistral, et H qui est assez secret pour l'instant, c'est pas trop ce qu'ils font. Et puis QTile, que j'aime bien en mode 100% vocal, qui ont quand même été les premiers à sortir comme un peu l'équivalent du Advanced Audio Mode de ChatGPT. Ils l'ont sorti avant, en tout cas en Europe. Je trouve ça super ce qu'ils font, des toutes petites équipes avec des moyens qui sont pas forcément les mêmes. Et on n'est pas dégueu, donc ça serait cool de voir. Et si je trouve l'écosystème français peut les utiliser aussi, bah c'est toujours bien. Voilà, ça améliore, ça crée des synergies, ça les fait grandir aussi, ça les fait connaître. Donc voilà ce qui j'espère voir au prochain épisode. Et bien merci Grégoire. Merci beaucoup Marc. Vous venez d'entendre Grégoire Véron, directeur AI chez eGym et co-founder de Gymlib.